Salam alaikum, Mazoul Fillaoun, bonsoir. De toute sa vie, de combattant, de militant pour la guerre, lors de la guerre de libération nationale contre le colonialisme français, puis dans sa lutte contre le régime qui avait remplacé, si je peux dire, le colonialisme au pied levé, Aït Ahmed a connu deux fois la prison. Celle de ce même colonialisme de 1956 à 1962 dans les prisons suivantes. La prison de la Santé, celle du fort Liedo sur l'île d'Aix, la prison du château de la Fessardière à Turquan et finalement celle du château d'Aunois. Il en a été libéré en 1962 lors des accords d'Évian, en mars. Je précise, et c'est très important, il en a été libéré. Il ne s'en est pas évadé. Et ce fut un événement planétaire que personne n'ignore. C'est une précision importante, vous allez comprendre pourquoi. J'insiste tant sur ce point. La deuxième fois que Hussein Aït Ahmed a connu la prison fut dans les geôles du régime algérien qui avait succédé au colonialisme. Aït Ahmed est resté de 1964 à 1966 dans la prison d'Al-Harrach. Il avait été condamné à mort. Et là, il s'évade. C'est la seule fois où il s'est évadé. Retenez bien que c'est de ces geôles-là, de la prison d'Al-Harrach, qu'il s'évade en 1966, en Algérie, et 4 ans après l'indépendance. Or, voilà que, pour présenter ses condoléances à la famille de Hussein Aït Ahmed, le président Bouteflika, ou du moins celui qui diffuse ses messages en son nom, vient de reconnaître publiquement et officiellement que le régime algérien s'est substitué au colonialisme. Je ne sais pas si c'est un lapsus, ô combien révélateur, ou un aveu, ô combien significatif, mais Bouteflika nous dit, sans aucune ambiguïté, que lorsque Hussein Aït Ahmed s'est évadé de la prison d'Al-Harrach en 1966, il n'a rien fait de moins que de s'évader des geôles du colonialisme. Ce sont là les propres termes du message officiel du président Bouteflika et je ne suis pas là pour en rajouter. Voici un extrait de ce message du président Bouteflika où il rend hommage à Hussein Aït Ahmed. Écoutez bien, je cite. « Je n'oublierai point son courage ni sa bravoure et son charisme qui ont marqué les différents événements liés à l'histoire de l'Algérie, depuis l'organisation spéciale, OSS, qu'il a présidé à une période des plus sombres, jusqu'à ses positions courageuses et ses avis judicieux qui éclairaient les nombreuses rencontres et conférences internationales, en passant par son évasion des geôles du colonisateur. » Fin de citation. Bouteflika nous dit bien, en parlant de cette évasion de la prison d'Al-Harrach en 1966, soit 4 ans après l'indépendance, qu'Aït Ahmed s'est évadé des geôles du colonisateur. Et je rappelle que lorsqu'un communiqué de ce niveau et de ce type est diffusé, il est filtré par de très nombreux responsables, depuis les conseillers à la présidence, depuis les rédacteurs, depuis les correcteurs, depuis les contrôleurs, en passant par le responsable de la communication, le personnel d'Algérie Presse Service, les responsables des médias publics et un nombre impressionnant de censeurs et de vérificateurs en tout genre. Or, personne n'a relevé que le président Bouteflika reconnaît qu'en s'évadant de la prison d'Al-Harrach en 1966, la seule fois où il s'est évadé, Aït Ahmed s'était en fait évadé des geôles du colonialisme. Pourquoi donc une telle affirmation? Quel sens lui trouver? Pourquoi tous les hauts fonctionnaires et tous les agents de l'État qui ont vérifié la lettre présidentielle l'ont-ils laissé passer? Et si c'est une grossière erreur, comment n'a-t-elle pas été repérée par les pléthores de conseillers en tout genre qui pullulent à la présidence? Il y a un problème. Et le pire du pire, c'est qu'une telle affirmation, j'allais dire un tel aveu,
n'a pas soulevé plus de réactions que ça. Ni dans la presse qui a juste rapporté la coquille, comme ils disent, ni dans la classe dite politique, ni au sein des habituels relais. Comme si de rien n'était, au sein d'un régime dont les outrances sont devenues la norme. Aujourd'hui, hommage à Hussein Ait Ahmed par Tahar Khalfoun. La bourde de la présidence par Majid Maqdi. Hommage à Ait Ahmed, l'étrange bourde de Bouteflika par Malik Mofoq. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Tahar Khalfoun, un proche et ex-conseiller de Hussein Ait Ahmed qui vit et travaille à Lyon. Yahya Bonouar, journaliste à Paris. Et très exceptionnellement, j'ai le grand plaisir d'accueillir Annie Msili, l'épouse de feu Ali Msili, qui sera avec nous aujourd'hui aussi. Elle est à Paris en ce moment. Tahar Khalfoun, vous nous avez demandé de vous recevoir en premier pour pouvoir vous libérer. Vous êtes un peu souffrant. Merci d'être avec nous, Tahar Khalfoun. Très exceptionnellement, j'ai le grand plaisir d'accueillir Annie Msili, épouse de feu Tahar Khalfoun Msili, qui sera avec nous aujourd'hui aussi. Elle est à Paris en ce moment. Tahar Khalfoun, vous nous avez demandé de vous recevoir en premier pour pouvoir vous libérer. Vous êtes un peu... Tahar Khalfoun. Tahar Khalfoun. Tahar Khalfoun, vous êtes avec nous? J'ai l'impression qu'il y a un retour. Je suis en train d'entendre ma voix qui revient vers moi. Je suis désolé. C'est un petit problème technique qui a dû survenir. J'en suis vraiment, vraiment désolé. Je vous prie de nous en excuser. Tahar Khalfoun est avec nous? Tahar Khalfoun, vous êtes avec nous? Allô? Allô, Tahar Khalfoun, merci d'avoir accepté notre invitation. Je m'excuse. Il y a un souci technique, il semble. Allô? Allô, Tahar Khalfoun, merci d'être avec nous. Allô? Allô, Allô, Jamal? Oui, oui, Tahar, je vous entends, Tahar. Allô, Jamal, tu m'entends? Oui, oui, très bien, Tahar. Je t'entends très bien. Je t'entends mal. Hein. Ah, il y a un problème. Tahar, s'il y a une télé à côté, il faut l'éteindre, peut-être. Non, je me suis éloigné. Hein. Ah, très bien, il faut vraiment s'éloigner. Tahar, là, est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, Tahar Khalfoun. Oui, oui, là je vous entends un peu mieux. Ah, bah c'est très bien. Merci d'être avec nous, Tahar. Merci de l'invitation. Merci. Alors, Tahar est donc un ancien conseiller de Ait Ahmed, qui lui était très proche. Tahar, vous venez de commettre un article pour rendre hommage à Ait Ahmed. Vous en parlez. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles ont été vos réactions, nous parler un peu de l'homme et nous dire aussi ce que vous pensez de cette bourde, comme on dit, de la présidence? Alors, je vous entends un peu mal, mais bon, j'essaie de répondre un peu à la question. Est-ce qu'il s'agit de présenter un peu Hussein ou Oui, oui. Ce que j'ai fait avec lui en tant que conseiller? Oui, pas bien oui, compris, pardon. oui, très bien. Oui, oui, je vous vous en entends prie, un peu mal, hein? Oui, Tahar, c'est exactement ce que je vous ai demandé. Merci beaucoup. Oui, alors bon, très rapidement, Hussein a eu un parcours extraordinairement complexe. Hein. Il a rejoint le mouvement national, en fait, le PPMTLD vers les années 42-43. Et il a donc occupé des responsabilités importantes au sein du PPMTLD, notamment en tant que responsable après le décès de Louis de l'ARMO en 47. Il a été désigné comme responsable de l'OS pour préparer un peu l'action militaire et préparer les modalités pratiques du déclenchement de la guerre de libération. Hussein par la suite a été jusqu'à 49. Il a été remplacé par Ben Bella à la tête de l'OS. En 1950, l'OS a été démantelé. À partir de là, le parti l'a aidé pour partir en Égypte, pour se réfugier en Égypte.
Et depuis, donc, il était l'un des fondateurs du CRUA avec Boudiaf, bien évidemment. Et il était aussi, à partir de 1955, il a mené quelques actions à l'international, notamment sa participation très active au congrès de Bandung, au congrès afro-asiatique de Bandung en 1955, où il avait effectivement défendu l'identité politique de l'Algérie naissante et en combat. Il a également ouvert le bureau du FLN à New York en 1957, toujours la même année. Par la suite, donc, suite à l'arraisonnement de l'avion en 1956, il s'est retrouvé en prison en France avec ses camarades Bembela, Sider, Lusrof et Aït Ahmed et Boudiaf. Bon, par la suite, après les négociations d'Évian en 1962, la signature du cessez-le-feu le 19 mars, Aït Ahmed avec ses camarades ont été libérés. Mais Tahar Khelfoun, je vous arrête là. À ce moment-là, donc c'est la seule fois où il a été en prison, dans une prison coloniale, la prison du colonialiste. Il ne s'est pas évadé, il a été libéré à l'occasion. Oui, tout à fait, vous avez raison. Il a été libéré suite aux négociations des Viens, notamment au cessez-le-feu du 19 mars. Oui. Toutes les personnalités, les historiques du FLN qui ont été emprisonnés ont été libérés en mars 1962. Et pourquoi dans ce cas, Tahar Khelfoun, oui. Pourquoi dans ce cas, le message de Bouteflika dit qu'il s'est évadé des geôles coloniales? Oui, je crois qu'il y a eu une erreur et c'est regrettable qu'au sein de la présidence de la République, qu'on commette ce type d'erreur. Il est vraiment regrettable qu'on n'ait pas corrigé cette erreur avant la diffusion du communiqué de la présidence de la République, d'autant plus que il y a suffisamment de rédacteurs, de conseillers pour corriger une telle erreur. Aït Ahmed ne s'est pas évadé des geôles de la colonisation, il s'est évadé le 1er août 1966. Non, le 1er mai, 1966, de la prison de l'Harash, mais pas des geôles de... Mais peut-être que, Tahar Khelfoun, peut-être que Bouteflika voulait dire qu'en s'échappant des geôles de l'Harash, en fait, il s'était évadé des geôles colonialistes. Alors peut-être je pense que c'est un lapsus, je ne sais pas s'il est révélateur de quelque chose, mais de toute façon, c'est une erreur qui dénote pour ma part des dysfonctionnements au sein de la présidence de la République. Un texte rendant hommage à l'œuvre de Hussein Aït Ahmed, je crois qu'il mérite tout de même d'être corrigé, revu, etc., avant de le diffuser. Il me semble-t-il, il y a un dysfonctionnement à ce niveau. Alors l'explication, je ne saurais pas vous dire pour quelle raison. Mais Tahar, malencontreuse. Tahar, le problème. Supposons que ce texte ait échappé à la vigilance des premiers cercles de la présidence, de tous ces censeurs. Mais après, il passe à la PS, il passe à El Moujed, il passe à la télévision, il passe dans les journaux publics. Personne ne l'arrête, ce texte, cette grosse bévue. Oui, c'est exact. Personne ne l'a arrêté et je trouve ça regrettable parce que c'est tout de même, on est à niveau des institutions de l'État le plus élevé. C'est la présidence de la République. Exactement. On sait parfaitement bien qu'il y a des rédacteurs, il y a des conseillers, il y a des personnalités politiques d'importance, il y a des historiens, etc. Donc le texte, ce communiqué pose véritablement un problème. Je pense qu'il est révélateur, du moins, d'un dysfonctionnement au sein de la présidence. Ou alors, on a laissé passer un tel communiqué qui ne fait pas honneur, je crois, qui ne fait pas honneur à la présidence de la République. Allô, mais j'entends mal. Oui, Tahar, on vous entend très bien. Tahar, vous avez été très proche de l'homme, vous avez été son conseiller, son ami. Parlez-nous un peu d'Aït Ahmed, l'homme, d'Aït Ahmed, le compagnon de lutte, Aït Ahmed. Oublions un peu le politicien. Dites-nous ce que fut l'homme, ce que fut son tempérament, son caractère. Oui. Alors, je ne prétends pas avoir une connaissance assez fine de l'homme. C'est un homme très complexe. Il a eu un parcours très particulier à comparer à ses camarades de l'os. Je n'ai pas la prétention de décrire vraiment l'homme, mais du peu de choses que j'ai
que j'ai connu de Houssine, c'est d'abord un homme qui est très à l'écoute, très à l'écoute des gens. Il s'est toujours entouré de conseillers, de l'envergure, de Houssine Ben Saad, Majid Béchir, des enseignants universitaires, des chercheurs, etc. Il a toujours voulu s'entourer de personnes capables de lui donner un avis autorisé sur des questions complexes, sur des questions économiques, sur des questions culturelles, sur des questions politiques un peu compliquées. Donc c'est d'abord un homme très à l'écoute des gens. C'est un homme, disons que il est très à l'aise, il est très à l'aise avec les gens quand il rencontre comme ça des personnes. Il n'a pas du tout de problème à aller à la communication, à échanger avec les gens, tout en étant très rigoureux. Il est très souvent dans la perspective, il n'est pas dans l'instant, il est rarement dans l'instant. C'est une personne qui est constamment dans la perspective, dans l'anticipation politique. Alors ses relations avec ses conseillers, avec la direction, je pense qu'il est capable à la fois d'écoute, bien sûr, de respect de la vie de l'autre, mais en même temps, de par son expérience et de son intelligence politique, de dire parfois des choses de façon assez nette et claire quand il s'agit de trancher ou quand il s'agit de décider. C'est pas un homme qui hésite. Il n'est pas hésitant à ce niveau. Dès lors qu'il a des convictions imperturbables, des convictions politiques mais très fortes, et une ligne politique claire. Pour lui, la question de la démocratie va de pair avec les droits de l'homme. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est quelqu'un aussi qui tranche et qui décide. Il ne laisse pas les choses traîner. Et alors le rapport le peu de choses que je connaisse de lui, de par les fonctions que j'ai exercées au sein du FFS, c'est aussi vraiment quelqu'un qui est au diapason de la société, puisqu'il a sillonné. Il me racontait qu'il avait sillonné pratiquement l'Oranie comme responsable de l'os à vélo pour structurer l'os, pour ensuite chercher des armes à Ghadames, après le coup de après le hold-up de la poste de Rouen. Ils ont réussi à avoir 3 millions de centimes à l'époque. Il a sillonné toute l'Oranie pour la structuration de l'os, donc il est très en contact avec la société. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les langues, donc il est très à l'aise, que ce soit en arabe, en français, en anglais, en italien, etc. Donc il communique. J'ai eu aussi à l'accompagner en Italie, à Bruxelles, etc. Il est très à l'aise dans la communication avec les gens et il a un grand respect vis-à-vis de ses partenaires et en même temps de ses adversaires. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'insulte. Il est très respectueux des personnes, même ses adversaires. Il avait un respect pour ses adversaires. Simplement, ce qui, je pense, le caractérise, c'est l'intransigeance quand il s'agit des principes et des valeurs. C'est un homme qui croit en la parole politique, il croit en la force des idées, et à partir de là, il peut effectivement argumenter, il peut dire les choses de façon très claire, tout en restant très respectueux à la fois de ses proches, de ses partenaires, de ses conseillers, et même, je le disais à l'instant, et même de ses adversaires, je crois. Tahar Khelfoun, merci infiniment, en espérant vous revoir bientôt. Merci d'avoir participé avec nous pour commémorer la mémoire de Aït Ahmed. Je reçois à présent Annie Msili, l'épouse d'Ali Msili, qui a été assassinée par la sécurité militaire en France. Ali Msili qui était très proche de Aït Ahmed, qui est très estimé des Algériens, dont l'assassinat a été très vivement ressenti par tous les Algériens. Annie Msili, merci beaucoup d'être avec nous. Oui, merci beaucoup et bonsoir de me donner l'occasion de parler de Houssine Aït Ahmed, de notre grand ami. Merci beaucoup. Alors, commencez par nous parler un peu de votre mari, Ali Msili, et des relations très privilégiées qui existaient entre lui et Aït Ahmed. Mais tout à fait. Écoutez, d'abord, moi, je voudrais témoigner des grandes qualités humaines, ça a déjà été dit, mais je tiens à le répéter, de Houssine Aït Ahmed, et également témoigner justement des rapports d'amitié et de complicité totale qui le liaient à mon mari, Ali Msili. Le courage, l'intelligence politique, l'intégrité, le don de soi, l'ouverture aux autres et au monde et l'immense culture, voilà ce qui caractérisait Houssine Aït Ahmed, entre autres. Et je dois dire qu'il nous a toujours soutenus dans notre combat pour que la justice soit rendue à Ali.
Et c'est vrai, avec mes enfants, on se le dit toujours, sa présence fidèle et aimante nous a toujours aidés à supporter l'absence d'Ali. Mais je voudrais, on en a peu parlé, mais je voudrais insister sur l'humour de Hossein Ait Ahmed. Et le souvenir qui me reste, qui me revient, ce sont les fous rires qu'il prenait avec Ali. Ils étaient tellement complices tous les deux que c'était un bonheur de les voir ensemble. Et c'est vrai que chacun qui les rencontrait se disait « Mon Dieu, mais ces deux-là représentent vraiment ce qu'il y a de meilleur en l'homme et un véritable espoir pour l'Algérie. » Voyez, et je crois que la meilleure chose que je puisse faire pour vos auditeurs et pour les Algériens, c'est de vous lire quelques petits extraits des lettres qu'ils ont pu échanger. Oui, merci beaucoup. Et beaucoup. vous jugerez vous-même de la considération et du respect qu'ils avaient l'un envers l'autre. C'est extraordinaire, c'est une véritable leçon d'humanité qui donne de l'espoir et qui redonne foi en l'homme. Alors, nous vous écoutons. Alors, donc, je vais vous lire d'abord un petit extrait d'une lettre d'Ali non datée, mais d'après le contexte, elle date de la fin des années 60 ou tout début des années 70. Donc, voilà ce qu'il dit. Aujourd'hui, la dictature apparaît sans phare, hideuse, couleur kaki, comme sous toutes les latitudes, où l'homme est écrasé sous le poids de la tyrannie. Nous avons de nouveau pris les armes le 28 septembre 1963 pour montrer que les fils de Jugurtha devaient témoigner, pour l'histoire au moins, de leur désir de vivre libre dans le pays des hommes libres. Je me suis alors retrouvé en accord total avec les idées d'un homme. Cet homme, Hossein Ait Ahmed, mal compris à l'extérieur, admiré de son peuple à l'intérieur, symbolisait pour moi ce qu'il y a de plus noble dans l'individu, le don de soi et la modestie. Voilà ce que disait Ali. À qui a été adressée la lettre? C'est une lettre que l'on a retrouvée après sa mort, en fait. D'accord. Elle n'était pas adressée véritablement. C'était un brouillon, si vous voulez. Un texte. C'était un texte. C'est un texte libre, en quelque sorte. Oui, oui. Il n'y avait pas de destinataire, en fait. D'accord. Je pense qu'il devait après la terminer. Oui, oui, je vous en prie, je vous en prie. Et donc ça, c'est ce que disait Ali de Hossein. Mais nous avons aussi des paroles extrêmement émouvantes de Hossein au mois d'avril 1987. Je vais essayer de la lire sans pleurer. Ali est mort à ma place. Je perds plus qu'un camarade, un ami, un confident de la vie quotidienne, la vie vraie. Quand les assassins vous arrachent un être si proche qu'il vous semble une part de vous-même, plus le temps passe et plus ce membre fantôme de vous-même vous manque, et sa perte ressemble davantage à une amputation. Là où des hommes vivent, souffrent et résistent de toutes les forces qu'ils arrivent à soustraire à la domination et à l'humiliation, l'esprit d'Ali est là. Je pense qu'il appartient maintenant aux Algériens de perpétuer l'engagement de ces deux hommes et le combat qui les a unis. Moi, c'est quand je lis ces mots, j'en ai les frissons à chaque fois. Oui. Voilà ce que je tenais à vous livrer. Merci infiniment pour ce témoignage. Mais Ait Ahmed n'a jamais baissé les bras. Il a toujours réclamé que justice soit faite, que la vérité éclate. Il n'a jamais baissé les bras. Il a commémoré avec vous chaque année. Tout à fait. Oui, oui. Dites-en-nous plus sur cette détermination. Oui. Pardon? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette détermination d'Ait Ahmed à vouloir faire éclater la vérité, à vouloir rendre justice? Une détermination totale qui va dans le sens de ses engagements de toujours, de la lutte pour la démocratie plurielle et pour le respect des droits de l'homme, et également cette détermination est marquée par l'immense amitié, par les liens qu'il avait avec Ali, et dont les mots que je viens de vous lire témoignent. Oui. Il perd plus qu'un camarade, un ami, un confident de la vie quotidienne, la vie vraie. Voilà ce qu'il nous dit. Et dites-nous, Madame Messili, l'assassin d'Ali Messili est toujours vivant? Il est toujours en Algérie? Écoutez, je ne sais pas, je ne sais pas. Il a été exfiltré en tout cas. Ce que je sais, c'est qu'il a été très rapidement après l'assassinat
extrême, puisque l'assassinat a eu lieu en avril 1987. Dès le mois de juin, par les bons soins de messieurs Pasqua et Pandro, il a été renvoyé en Algérie. Donc, il a été exfiltré pour ne pas être jugé en France. Et sur la demande de la sécurité militaire, on l'a renvoyé en Algérie, où il a continué de couler des jours tranquilles. Tout à fait, oui, bien sûr, tout à fait. Et vous-même, est-ce que vous continuez à réclamer justice? Bien sûr que je continue à réclamer justice, bien sûr. Ce serait pour moi je sais pas, un déshonneur de ne pas continuer à réclamer justice à mon pays, la France. Très bien. Qui doit tout faire pour que justice soit rendue à Ali Messili. Il a été assassiné, c'était un avocat, il a été assassiné sur le sol français. Donc la France doit tout faire pour que justice lui soit rendue. Mais malheureusement, il y a connivence en l'occurrence et tout a été fait pour étouffer cette affaire, cette douloureuse affaire. Pour raison d'État, nous dit-on. C'est la raison d'État, oui, c'est la raison d'État, bien sûr. Voilà. Oui, restez avec nous, Annie Msili, nous allons revenir vers vous dans un instant. J'accueille à présent Yahya Bonouar, journaliste, qui est avec nous. Yahya, merci d'avoir accepté notre invitation. Yahya, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Yahya Bonouar nous entend? Aujourd'hui, je suis désolé auprès de nos téléspectateurs, je m'en excuse. Il y a des soucis techniques. Yahya, est-ce que vous m'entendez? En attendant de régler ce problème, je reviens à Annie Msili. Annie Msili, est-ce que vous allez partir en Algérie, assister aux funérailles d'Aït Ahmed, ou du moins aller en Lausanne où un hommage va lui être rendu? On va décider avec mes enfants. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire. Je pense sans doute à Lausanne. Oui. Vous allez donc probablement partir plus tôt en Lausanne. Il y a une cérémonie, je crois, un hommage qui va lui être rendu. Oui. Vous pouvez nous dire la journée, préciser, confirmer la journée? Pardon. Écoutez, il faut que je sais pas encore, c'est un peu flou encore pour moi. Il faut que je rappelle les gens avec qui je suis en contact. Je sais pas bien encore quelle est la journée exacte. Est-ce que vous avez des enfants, deux, il me semble, Madame Msili? Oui, tout à fait, oui. Ils ont quel âge aujourd'hui? Ils ont, mon fils a 36 ans et ma fille 33. Et ils gardent de leur père, j'imagine, une grande fierté, une mémoire très vive. Une grande fierté, oui, bien sûr, une grande fierté, évidemment, mais aussi un manque, enfin, une frustration de pas pu l'avoir mieux connu parce qu'ils étaient jeunes. Enfin, bon, mon fils avait 8 ans et ma fille 5 ans, mais voilà, c'est quand même très très jeune pour perdre son père, et c'est vrai que voilà, c'est très très douloureux. Il avait quel âge, Ali Msili, au moment de son assassinat? Moi, quel âge j'avais au moment de son assassinat? Ali Msili. Ah, pardon. Alors, il avait donc 47 ans. 47 ans. Parce qu'il est né en 1940. Très bien. Restez avec nous, Madame Annie Msili. Je reviens à Yahya Bonouar. J'espère que là, vous m'entendez, Yahya? Oui, bonsoir, je vous entends très bien. C'est très bien, merci, Yahya. Alors, Yahya, il y a quelques années, un article a paru sur Al-Khabar hebdomadaire où on parlait sur votre père, sur le rôle qu'il avait joué dans l'évasion de Hussein Aït Ahmed de la prison d'Al-Harrach. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, effectivement, c'était un entretien que j'avais accordé à Al-Khabar al-Usbou'i en 2008. D'ailleurs, je regrette la disparition de ce journal. Effectivement, c'est à travers, mon père faisait partie un petit peu du réseau de Mohamed Khaydar, Allah yarhamou. Et comme après l'arrestation d'Aït Ahmed et son emprisonnement, les réseaux du FFS étaient sous étroite surveillance. Et donc, on lui a demandé de participer à l'évasion en utilisant un ancien réseau qu'ils avaient pendant la guerre d'indépendance. Et donc, à l'intérieur de la prison, il y a quelqu'un, un gardien, qui l'a fait sortir. Mon père l'a récupéré à la porte de la prison, donc Aït Ahmed et son cousin.
Et ensuite, en voiture, les a emmenés à El Biar, dans la maison de ma grand-mère, donc le colonel Bougara à El Biar, où ils ont été cachés pendant un mois, le temps que la pression se relâche, et puis surtout le temps de préparer leur exfiltration. Mon père était pêcheur, et il était à cheval entre Marseille et Alger, il avait un chalutier. Et à l'époque, donc en 68, l'évasion, ça s'est passé le 1er mai 68, donc en fin mai 66. À l'époque, les chalutiers français et algériens venaient, les chalutiers français, notamment de Marseille ou Corse, venaient dans le port d'Alger pour prendre de la marchandise parce que la pêche était mauvaise de l'autre côté, et ainsi de suite. Et donc, des amis corses de mon père sont venus, le chalutier est venu à Alger, et le matin très tôt, Aït Ahmed et son cousin, mon père avait récupéré des bleutchins, ce que portaient les pêcheurs à l'époque, un peu usés, des casquettes, et le matin tôt, les a emmenés en voiture. À ce moment-là, Aït Ahmed s'était évadé de la prison. Il venait de s'évader. Hein? Le 1er mai 66, voilà. Il s'est évadé de la prison. Il est resté caché à El Biar pendant un mois. Donc dans la maison de ma grand-mère, qui, au passage, est la mère de l'ancien ministre de la Justice, Ammar Bentoumi, qui est décédé il y a environ un an. Donc ça, les gens ne le savaient pas. Et donc, il est resté caché un mois, le temps que la pression, parce qu'il y a eu, après, quand l'information de l'évasion d'Aït Ahmed a été rendue publique, et tout était bloqué. Et on surveillait à peu près tout le monde. Donc, ils sont restés à la maison cachés pendant un mois. Et ensuite, à la fin du mois de mai, donc, mon père les a emmenés en tenue déguisée en pêcheurs à la pêcherie. Donc, ils sont rentrés, puisque mon père était pêcheur et qu'il rentrait tous les jours à la pêcherie avec des nouveaux pêcheurs. Et il leur a donné à chacun 2-3 caisses de poissons pour aller les déposer dans le chalutier de ses amis corses. Et évidemment, ils sont restés dans le chalutier et ne sont pas redescendus. Le chalutier a pris la mer. Mon père a pris l'avion pour venir à Marseille et attendre le lendemain, ou un peu plus que le lendemain, l'arrivée du chalutier corse à Marseille. Et à Marseille, le même scénario, ils ont réussi à les faire sortir du port. Et puis, il les a remis, mon père a remis, comme il disait là maintenant, Aït Ahmed et son cousin, à Ali Msili, qui était à Marseille et qui avait piloté de loin toute l'opération. Voilà l'histoire de l'évasion et de l'exfiltration. Il les avait remis à Ali Msili, hein? C'était Ali Msili. Oui, Ali Msili, il les a remis à Ali Msili à Marseille, qui est venu les récupérer. Cette évasion, Yahya, cette évasion a été qualifiée d'évasion des geôles coloniales. Qu'est-ce que vous pensez de ce lapsus, disons-le, hein, puisqu'il semble que ce soit un lapsus? Bah, écoutez, il s'est évadé de la prison d'Al Harrach de Boumediene le 1er mai 66, donc 4 ans après l'indépendance. Il n'a pas pu s'évader des geôles coloniales, où il n'est sorti qu'à l'indépendance, après les accords. Donc, où c'est un lapsus, sinon ça veut dire que jusqu'à 66, la prison d'Al Harrach était encore une prison coloniale. C'est assez sidérant qu'un communiqué de chef de l'État, du président de la République, fasse une erreur pareille. C'est absolument fou. Et donc ça relance la polémique. Est-ce que c'est bien lui qui écrit? Ou même si c'est pas lui qui écrit, est-ce qu'il a le temps de lire? Est-ce qu'il a la capacité de lire? Même s'il n'a pas écrit, on sait qu'il est incapable de l'écrire, mais au moins lire. Comment a-t-il pu laisser passer ça, alors que lui sait très bien qu'Aït Ahmed ne s'est pas évadé de la prison coloniale. Il lui avait rendu visite quand en 60 et 61, il était chargé de leur rendre visite à la prison de la Santé à Paris. Donc vraiment, on s'interroge sur ce qui se passe
Yahya, peut-être que dans leur fort intérieur, du plus profond de leur subconscient, ils considèrent qu'ils se sont substitués au colonialisme et que leurs geôles sont des geôles colonialistes, peut-être après tout. Jacques Vergès avait écrit dans son dernier livre sur l'Algérie, il avait été terrible avec le régime algérien en disant qu'ils avaient posé leurs fesses sur les fauteuils laissés par les colons et avaient de ce fait adopté les mêmes attitudes et les mêmes comportements que les colons. Donc je pense que Jacques Vergès les a bien connus et qu'il savait de quoi il parlait. Ils ont adopté les comportements de l'armée coloniale en torturant et en assassinant leur propre chair et de la même manière sur le plan politique. Maintenant, voilà, c'est des spéculations, mais ça en dit long et très long sur l'état dans lequel est la principale institution politique en Algérie, qui est la présidence de la République. C'est vraiment très grave qu'une erreur pareille sur Aït Ahmed soit faite à ce niveau-là et à ce moment-là dans un message qui est censé rendre hommage à Aït Ahmed et qui raconte une bêtise énorme. Le problème, c'est qu'il n'y a personne en face à qui vous allez vous poser la question pour qu'il s'explique sur ça. Voilà, c'est un régime qui ne communique pas, qui dit ce qu'il veut et quand il fait des erreurs, il ne s'explique pas sur ses erreurs. Restez avec nous, Yahya Bonouar. Anim Sili, est-ce que vous êtes un peu au courant des péripéties qui ont eu lieu après que votre mari ait reçu Hussein Aït Ahmed et son cousin au port de Marseille? Non, pas du tout. Non, là, je ne suis pas du tout au courant. D'accord. Là, je ne peux pas faire de commentaires là-dessus, non. D'accord. Mais sinon... Vous savez, moi, j'étais quand même... j'avais 2 enfants, oui. mais j'étais très occupée, donc... Et puis c'était la clandestinité... J'ai jamais eu de... Non, oui. j'ai rien à... Je peux rien vous donner comme information là-dessus. Mais sinon, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur ce communiqué très curieux, très étrange, qui qualifie... l'évasion de Aït Ahmed des geôles. Non, là, franchement, non. Moi, j'ai strictement aucun commentaire à faire là-dessus. Très bien. Moi, je suis là pour parler de Hussein, de ses rapports avec Ali. Je ne vais pas vous faire un commentaire sur... voilà, sur... Mais sinon, quelles ont été les relations, j'allais dire, militantes quelle a été la nature de ces relations entre Ali Msili et Aït Ahmed en France, notamment? Comment ils se voyaient, comment ils coordonnaient, comment ils travaillaient, comment ils se réunissaient? Écoutez, j'ai du mal à rentrer dans les détails parce que, comme je vous le dis, j'avais 2 enfants et un mari très occupé, avocat et militant politique. Oui. Donc, il y avait, si vous voulez, une répartition des tâches quand même. Donc, ils se voyaient, ils venaient, ils se voyaient. Après, ils se voyaient très souvent. Vous rentrez plus dans ce détail-là, voilà. Oui. Moi, ce que j'ai pu vous en dire, c'est que ces liens d'amitié, vraiment extrêmement forts, une complémentarité totale entre ces 2 hommes, un même engagement, une même sincérité, les mêmes valeurs. Voilà ce que je peux vous dire, et c'est ce qui est intéressant à mon avis. Voilà, c'est. Comment Ali Msili ressentait cette confiscation, ce vol, ce détournement de l'indépendance algérienne par ce régime? Il le ressentait en militant pour qu'une démocratie soit enfin établie, une vraie démocratie soit enfin établie en Algérie. Voilà comment ils ressentaient. Bien sûr que j'imagine que tous les Algériens qui ont lutté pour l'indépendance de leur pays ont ressenti la même frustration de voir éternellement repousser l'établissement d'une démocratie. Oui, donc voilà, et la réaction c'était effectivement de s'engager dans ce combat-là. Vous n'auriez pas notre extrait à nous lire éventuellement? Un autre extrait à vous lire, mais bien sûr. Alors, attendez. S'il vous plaît. Alors, un autre extrait attendez. Prenez votre temps, madame. Vous voulez un extrait de Hussein ou... Les 2, Hussein et Ali Msili. Alors, voilà, celle-là, par exemple. Une lettre de Hussein à Ali
le 2 janvier 1971. Mon cher Ali, j'ai lu ta lettre avec beaucoup de plaisir. Comme toujours, nous sommes sur la même longueur d'onde. Ni aigrissement, ni résignation. Un homme sincère est condamné, pour ne pas renier les moments les plus nobles de sa vie, à tourner à chaque fois la page, avec lucidité bien sûr, et sans complaisance. C'est difficile quand on est écœuré d'être écœuré, ou pire, quand rien ne peut plus vous écœurer. Aussi est-il utile de se renouveler pour garder un certain niveau dans la vision des hommes et des choses et dans la conception de ses propres engagements. Que dire à l'échelle de notre pays, sinon que face au cercle vicieux qui malheureusement s'agrandit, le dernier carré doit garder la netteté de ses angles. Une lettre de Ali sur les vertus du débat démocratique, dégagé des unanimismes de façade. C'est un texte écrit au milieu des années 80. Nous écoutons. L'apprentissage de la démocratie ne peut se faire aujourd'hui que dans le respect d'un pluralisme réel, où chaque mouvement, chaque personnalité, chaque Algérien aura le droit de défendre ses propres conceptions idéologiques, pourvu qu'ils ne remettent pas en cause les règles du jeu démocratique. Dans ce contexte, les divergences de vues exposées publiquement apparaissent comme étant la meilleure preuve de santé d'un débat dégagé de toute hypocrisie et comme sonnant le glas des unanimismes de façade qui ont caractérisé notre société politique jusqu'à ce jour. Annie Msili, Voilà. Annie Msili, merci. Merci. Oui, je voulais dire quelque chose. Ces textes-là sont Oui. une véritable leçon de débat et de vie politique et de vie démocratique. Vous Voilà. ne pensez pas les éditer un jour? Oui, peut-être, oui. On y pense avec les enfants, essayer de rassembler ces textes pour que, voilà, pour que chaque Algérien, puis au-delà des Algériens, chaque homme qui désire faire de la politique avec sincérité, avec rigueur, avec honnêteté, puisse disposer de ces textes, bien évidemment. Eh bien, nous les attendons avec impatience. Je vous remercie, Annie Je Msili, vous en d'avoir... prie. Merci à vous. Merci à vous. Et j'espère que vous serez plus souvent des nôtres. Merci infiniment. Le bonjour à vos enfants. Yahya Bounouar, est-ce que vous pourriez nous parler de cet épisode dont on ne parle pas suffisamment et qui a dessiné en fait ce que nous vivons aujourd'hui, le microcosme politique, le champ politique actuel que nous subissons. Cette fameuse visite de Bouteflika qui avait été missionnée par Boumedienne pour aller rencontrer les prisonniers donois. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus en détail? Bien écoutez, à partir de fin 1960, l'indépendance était en vue. Les négociations sont rentrées dans la dernière ligne droite et tous les hommes politiques de Gaulle à Debré, enfin tous savaient, y compris les Algériens, que l'indépendance arrivait. Et donc ont commencé les magouilles de ceux qui voulaient s'accaparer le pouvoir. Le pouvoir, normalement, devait d'abord revenir à un gouvernement provisoire, puis ensuite, après des élections, il était clair que c'était Boudiaf, Mohamed Khedar, qui était l'aîné, qui les avait presque tous formés politiquement, Aït Ahmed, Karim Ben Qassem, Ben Khadda, Farhat Abbas, c'était les leaders politiques de l'Algérie combattante et qui allaient devenir les leaders politiques de l'Algérie indépendante. Et donc, l'armée des frontières, notamment Boussouf et Boumedienne, poussés par Jamal Abdel Nasser, ont voulu prendre le pouvoir et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont éliminé totalement de la face de ce pays les leaders politiques qui ont ramené l'indépendance. En 62, le coup d'État contre le GPRA, puis entre 62 et 65, le coup d'État. Plus de Boudiaf, plus de Farhat Abbas, plus de Karim Ben Qassem, plus de Khedar, plus d'Aït Ahmed. Tous ces leaders qui auraient dû faire la vie politique algérienne, les uns dans l'opposition, les autres au pouvoir, et puis créer une démocratie nouvelle en Algérie, tout le monde a été éliminé, emprisonné, forcé à l'exil, assassiné.
et ne sont restés que les militaires et la sécurité militaire et les mukhabarat, et on est rentré dans le tunnel et on n'est toujours pas sorti de ce tunnel. Mais à ce moment-là, quand Bouteflika s'était rendu sur ordre de Boumedienne avec un passeport marocain remis par Mohamed El Khamis, avec l'accord de Gaulle, pour pouvoir y rencontrer les prisonniers daunois au château daunois, il a commencé par proposer à Boudiaf. Il a proposé à Boudiaf, oui, à Mohamed Boudiaf, qui évidemment a refusé, en l'expliquant à Bouteflika que pour lui... Qu'est-ce qu'il lui a proposé au juste? Qu'est-ce qu'il lui a proposé? Ben, c'était de devenir président de l'Algérie avec un accord avec Boumedienne. Et ce que Boudiaf a refusé en expliquant très gentiment que pour lui, s'il devait y avoir le premier président de la République algérienne, l'honneur devait revenir à Mohamed Khedar. Et sans accord avec Boumedienne ni avec personne. Et donc, face au refus de Boudiaf, il s'est tourné vers Ben Bella, et Ben Bella, qui était comme Bouteflika et comme Boumedienne, avide de pouvoir, et qui n'a pas respecté la parole donnée à Mohamed Khedar, qui était le cher, celui que tout le monde respectait, et qui a trahi, et qui a scellé l'alliance avec Boumedienne, et qui n'a duré que 3 ans, puisque 3 ans après, Boumedienne lui a fait un coup d'État et l'a mis en prison. Voilà, pourquoi n'a-t-il pas proposé à Aït Ahmed, pourquoi Bouteflika n'a proposé qu'à Boudiaf, puis à Ben Bella? Pourquoi a-t-il soigneusement évité de faire la même proposition à Aït Ahmed? Il savait qu'il allait refuser? Ben parce que la réponse de Aït Ahmed était claire d'avance, c'était même pas la peine. Aït Ahmed est un homme politique totalement atypique en Algérie. C'est quelqu'un, c'est presque pas un politique pour moi, c'est un grand intellectuel, mais Aït Ahmed est quelqu'un qui refuse absolument toute compromission. C'est pas un politicien, en plus c'est pas quelqu'un qui aime le pouvoir, et qui ne fera aucun compromis, aucune compromission pour arriver au pouvoir. Si en plus il devait trahir Mohamed Khedar, jamais il le ferait, il ne trahirait pas ses idées, et jamais il ne trahirait Mohamed Khedar. C'était absolument inutile d'aller proposer quoi que ce soit à Ahmed. En tout cas, c'est lui-même qui raconte dans le détail ce troublant épisode de la lutte de libération et comment le pouvoir est passé à l'armée des frontières. Les conditions de Boumedienne avaient été d'être le Premier ministre le vice-président plutôt, et en même temps surtout ministre de la Défense pour pouvoir prendre le pouvoir au moment voulu. Et depuis, c'est le même régime, même s'il a changé de tête souvent, c'est le même régime qui tient l'Algérie en otage jusqu'à cet instant où je vous parle. Yahya Bounoir, merci d'avoir été avec nous. Tahar Khalfoun, merci d'avoir été avec nous. Anim Sili, merci beaucoup. J'espère vous revoir plus souvent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair, b'salama.